Quand la nuit tombe sur la capitale, les monuments brillent, les taxis filent, les terrasses se vident lentement. Mais dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis, l'obscurité ne raconte pas les mêmes histoires. Sous les lampadaires défaillants, derrière les palissades des chantiers, dans les coursives discrètes des immeubles où personne ne pose de questions, une autre ville commence à vivre. Une ville où les règles sont anciennes, où les alliances changent sans prévenir, où les fortunes se font dans le silence et se défont dans le sang. C'est là, dans les marges de Paris, qu'un nom a traversé les décennies, un nom que les policiers prononcent à voix basse. Un nom qui inspire la crainte, le respect, parfois même une forme de fascination. Le nom d'un clan qui a marqué l'histoire du grand banditisme français. Les Ornec. Ils sont trois frères. Trois figures centrales d'un empire né dans les années 90, construit sur des braquages, des trafics, des réseaux tentaculaires et sur une certitude. La famille avant tout. À Montreuil, à Bagnolet, à Pantin, dans le fameux quartier des Ramenas, leur réputation a forgé un territoire. Et au fil des années, les Ornec ont glissé du simple banditisme de rue vers une organisation structurée, redoutée, presque mythique. Avant de plonger plus loin, prends un instant. Abonne-toi, active les notifications et installe-toi. Parce que ce que tu vas découvrir n'est pas une fiction. C'est l'histoire réelle d'un clan dont la trajectoire raconte quelque chose de profond sur Paris, sur la violence, sur l'argent et sur la manière dont certains hommes parviennent à dominer des mondes entiers sans jamais apparaître à la lumière. Et maintenant, laisse-moi te poser 3 questions. Des questions simples, mais essentielles pour comprendre ce qui va suivre. Comment 3 frères issus d'un quartier populaire ont-ils pu bâtir l'un des clans criminels les plus influents de France? Comment ont-ils résisté aux années, aux guerres internes du milieu, aux traques policières, aux condamnations répétées? Et surtout, comment leur nom peut-il encore réapparaître aujourd'hui, plus de 30 ans après leur ascension, dans des affaires qui semblent appartenir à une nouvelle ère du crime? Si tu veux comprendre tout cela, reste bien jusqu'au bout. L'histoire est longue, complexe, parfois déroutante. Et chaque détail compte. La naissance du clan Ornec n'est pas un mythe romantique. Elle ne ressemble pas au récit stylisé des séries télé. Elle commence dans la réalité brute des cités de l'Est parisien, dans ces quartiers où la vie est dure, où l'avenir semble lointain, où la violence fait partie du décor. Les frères Ornec grandissent dans un environnement où les débrouilles sont quotidiennes. Ils apprennent très tôt la force de la solidarité familiale, la nécessité de ne jamais plier et la rapidité avec laquelle les rapports de force peuvent basculer. Ce sont des années d'apprentissage silencieux, loin des projecteurs. Rien n'indique encore qu'ils deviendront des figures du grand banditisme. Mais quelque chose se construit déjà. Une organisation naturelle, une loyauté interne, une manière de s'imposer sans demander l'autorisation. Le premier tournant arrive dans les années 90. À cette époque, le milieu parisien est en mutation. Les anciens voyous vieillissent, les nouvelles générations cherchent leur place. Les braquages de fourgons, les attaques de bijouterie, les casses très organisées deviennent des terrains d'expression pour ceux qui ont l'audace, la précision et les réseaux pour le faire. Les Ornec comprennent rapidement ce qui fait la différence entre un simple bandit et un patron. La stratégie, le réseau, la capacité à fédérer autour de soi. Et c'est là que tout commence à s'accélérer. Les premiers coups marquants donnent au clan une réputation fulgurante. Les Ornec ne sont plus seulement 3 frères. Ils deviennent un nom, une signature, une entité. Les braquages s'enchaînent, les alliances se tissent. Les soutiens se multiplient. Le clan Ornec grandit. Mais pour comprendre pourquoi ils ont pris une place aussi importante dans le paysage criminel français, il faut comprendre leur véritable force. Ils ne sont pas seulement violents, ils ne sont pas seulement habiles, ils sont organisés, très organisés. Loin des clichés, leur clan fonctionne comme une entreprise. Des partenaires, des intermédiaires, des fidèles, des associés de longue date. Une structure qui s'étend des cités aux cercles de jeux clandestins, des braquages au trafic plus discret, en passant par le lavage d'argent dans des commerces parfaitement légaux. Et cette organisation, cette discipline silencieuse, va devenir leur arme la plus redoutable. Pendant que certains voyous flambent, les Ornec avancent. Pendant que d'autres cherchent la lumière, ils préfèrent l'ombre. Pendant que certains explosent en vol,
eux construisent un empire. Un empire qui, très vite, dépasse les frontières du quartier où tout a commencé. Et ce n'est que le début. Partie 2. L'ascension du clan Horneck ne s'est pas faite en un jour. Elle s'est construite dans la durée, patiemment, méthodiquement, avec cette manière unique qu'ont certains groupes criminels de se hisser au sommet sans jamais attirer trop tôt l'attention du public. Au début des années 90, Paris change. Le grand banditisme traditionnel, celui des truands à l'ancienne, commence à perdre de sa rigueur. Certains vieillissent, d'autres disparaissent, d'autres encore passent le relais sans vraiment l'assumer. Dans ce vide, une nouvelle génération s'organise, plus jeune, plus mobile, moins attachée aux anciens codes, mais toujours consciente d'une chose essentielle. Le respect ne se demande pas, il se gagne. Les Horneck le comprennent très vite. Dans les rues de Montreuil, de Bagnolet ou de Romainville, ils apprennent comment fonctionnent vraiment les réseaux. Ils observent les anciens, écoutent les conversations, identifient les failles. Ils comprennent que le pouvoir dans le milieu ne repose pas uniquement sur l'argent ou la violence. Il repose sur les alliances, des alliances choisies, des alliances utiles, des alliances capables d'ouvrir des portes que la force brute n'aurait jamais pu briser. Très rapidement, les Horneck se rapprochent d'autres figures montantes de la région parisienne. Des braqueurs réputés, des logisticiens discrets, des receleurs capables d'écouler n'importe quelle marchandise en quelques heures seulement. Chaque rencontre crée une opportunité. Chaque accord élargit leur influence. Chaque opération réussie renforce leur nom, et leur nom, justement, commence à circuler. Pas dans les journaux, pas encore, mais dans les conversations privées des policiers, des criminels, des avocats du milieu, des chefs de réseau. On parle de 3 frères soudés, disciplinés, ambitieux. On parle d'hommes capables de tenir la parole donnée, ce qui dans le banditisme vaut presque plus que toutes les armes du monde. On parle d'un clan qui ne s'éparpille pas, qui avance ensemble, qui protège les siens. Cette réputation va devenir leur bouclier, mais aussi leur tremplin. À la même époque, une activité attire particulièrement les Horneck. Les braquages, ceux des bijouteries de luxe, ceux des transports de fonds, ceux des établissements où un seul instant d'hésitation peut transformer un coup préparé en catastrophe totale. Les Horneck n'hésitent jamais. Leur force ne réside pas uniquement dans la violence. Elle réside dans la préparation, dans la précision. Dans cette manière de comprendre un plan comme s'ils pouvaient en visualiser chaque détail avant même de le mettre à exécution. Certains policiers de l'époque décrivent leurs opérations comme chirurgicales. Ils arrivent vite, ils frappent fort, ils repartent sans laisser de traces. Mais les braquages ne sont qu'une étape, une porte d'entrée, un moyen de financer une ambition beaucoup plus vaste. Parce que les Horneck ne veulent pas être seulement des braqueurs, ils veulent être des patrons. Et pour devenir des patrons, il faut structurer, il faut s'entourer, il faut diversifier. C'est à cette période que le clan commence à se rapprocher de cercles plus fermés, les réseaux de jeux clandestins, les cercles de nuit, les bars où se brassent des fortunes discrètes, les commerces utilisés pour laver l'argent. Les filières qui assurent la logistique des trafics qui circulent dans toute la région parisienne. Petit à petit, le clan Horneck étend ses tentacules. Chaque nouvelle activité vient compléter la précédente. Chaque nouvel associé renforce la structure. Chaque nouvelle rentrée d'argent permet d'investir un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus profond dans les ombres du grand banditisme. Le clan devient une organisation. Une organisation devient un réseau. Un réseau devient un empire. Et plus leur empire se renforce, plus leur nom s'impose. Les policiers de la brigade de répression du banditisme commencent à les surveiller sérieusement. Les services de renseignement évoquent leur capacité à fédérer autour d'eux des groupes venus de milieux très différents. Des familles gitanes, des groupes issus des cités, des anciens braqueurs, des spécialistes du recel. La singularité des Horneck, c'est qu'ils arrivent à réunir tout cela sous une même bannière. Le clan n'a pas de logo, pas de symbole, pas de devise. Sa force, c'est la famille. Une famille qui ne se fissure jamais. Une famille qui protège, qui soutient, qui venge. Une famille dont l'unité devient une arme plus efficace que n'importe quel arsenal. Cette unité va leur attirer autant de soutien que d'ennemis. Car dans le banditisme, quand une famille gagne en puissance, d'autres se sentent menacés.
Et quand un clan se renforce trop vite, les autorités finissent toujours par tourner le regard dans sa direction. Mais les Hornets avancent avec une assurance tranquille. Ils savent que le milieu parisien fonctionne par cycle. Ils savent que la plupart des organisations montent puis dégringolent. Ils savent que ceux qui brûlent les étapes finissent presque toujours au fond d'une cellule ou d'une tombe. Eux préfèrent la durée, la patience, la construction progressive. Et cette stratégie va payer. Car au milieu des années 90, le clan Hornek n'est plus seulement un groupe ascendant, il devient une puissance installée. Une puissance prête à entrer dans ce que de nombreux policiers appelleront plus tard leur âge d'or. Partie 3. Au milieu des années 90, un constat s'impose dans les couloirs de la police judiciaire de Paris. Les Hornek ne sont plus un simple clan ambitieux de Seine-Saint-Denis. Ils sont devenus une force structurée, capable d'influencer directement le paysage criminel francilien. Cette expansion ne doit rien au hasard. Elle s'appuie sur 3 piliers que le clan maîtrise à la perfection. La loyauté interne, les alliances externes et la diversification de leurs activités. Ces 3 éléments vont transformer les Hornek en une organisation redoutée, respectée, parfois même enviée dans le milieu. Dans les quartiers de Montreuil, Bagnolet et Romainville, leur nom circule comme une évidence. Ils sont chez eux. Ils contrôlent le terrain, connaissent les familles, comprennent les mécaniques sociales qui permettent d'éteindre une tension, de calmer un conflit, de prévenir une guerre. Dans ces zones où chaque mètre carré peut déclencher une rivalité, leur autorité fait office de régulateur. Mais leur influence dépasse rapidement le cadre local. Les Hornek intègrent un monde plus vaste, celui des alliances stratégiques du grand banditisme parisien. Ils tissent des liens avec les grands noms du milieu, des braqueurs d'expérience, des receleurs qui, depuis des décennies, écoulent l'or et les montres volées dans les circuits parallèles, des équipes de cités spécialisées dans le vol de véhicules haut de gamme pour alimenter les filières de l'Europe de l'Est. Chaque connexion leur apporte un savoir-faire, chaque partenariat leur ouvre une nouvelle porte. Et au cœur de cet échiquier, les Hornek développent ce qu'ils savent faire mieux que beaucoup. Créer un réseau mobile, adaptable, capable d'opérer dans des environnements très différents. Le clan devient ainsi un acteur majeur du recel. Bijoux, montres de luxe, matériel électronique, tout circule entre leurs mains. Les objets volés disparaissent en quelques heures, parfois en quelques minutes. Leur capacité à écouler la marchandise impressionne même des groupes plus anciens. Mais la véritable montée en puissance se fait ailleurs, dans le monde des cercles de jeu. À Paris, ces lieux semi-clandestins attirent depuis longtemps le grand banditisme. On y trouve de l'argent liquide, des dettes à recouvrir, des joueurs influents, des politiciens discrets, des fortunes qui se perdent ou se reconstruisent au détour d'une table de poker. Ce sont des endroits dangereux mais lucratifs. Et les Hornek vont réussir à y prendre une place que peu auraient imaginée. Ils ne sont pas seulement des visiteurs, ils deviennent des régulateurs, parfois même des protecteurs de certains cercles. Ils s'assurent de la sécurité, encaissent les dettes, garantissent que les parties se déroulent sans incident. Et en échange, ils touchent leur part. Cette activité, plus discrète que les braquages, leur apporte énormément. Mais elle leur donne surtout quelque chose d'encore plus précieux. Des relations. Dans ces cercles, on croise des hommes d'affaires, des figures politiques, des intermédiaires du milieu, des propriétaires de commerce, des entrepreneurs frontaliers, des célébrités en quête d'adrénaline. Chacun de ces contacts peut devenir un atout, un levier, un relais. Les Hornek le savent. Ils investissent ces réseaux sans jamais s'exposer. Cette capacité à évoluer dans les mondes parallèles du crime et de la respectabilité leur confère une aura particulière. Les policiers le remarquent, les juges d'instruction aussi. Le clan est devenu trop structuré pour n'être qu'un groupe de voyous classiques. On parle maintenant d'ascension, d'organisation, de famille criminelle. Et pourtant, malgré cette montée en puissance, les Hornek restent discrets. Ils n'apparaissent pas dans les journaux. Ils évitent les projecteurs, ils ne revendiquent rien, ils avancent dans l'ombre. Mais cette ombre commence à s'étendre sur un secteur encore plus explosif. Le trafic de stupéfiants. Historiquement, les Hornek n'est pas les des premiers acteurs de ce commerce dans la région parisienne. Mais au fil des années, ils comprennent l'importance stratégique de ce marché.
Ils génèrent des sommes colossales. Ils structurent les quartiers, ils contrôlent les alliances. Et ils donnent un pouvoir réel sur le terrain. Petit à petit, ils nouent des liens avec les réseaux belgo-marocains, particulièrement actifs entre Bruxelles, Rotterdam et Paris. Ces connexions vont devenir essentielles. Elles permettent au clan d'intégrer une filière internationale en pleine expansion. Une filière qui fait circuler la résine, la cocaïne, puis d'autres produits plus lucratifs encore. Cette nouvelle dimension donne aux Ornecs un poids inédit. Mais avec la puissance vient aussi l'attention. Les services de police spécialisés dans le crime organisé commencent à les placer dans leur radar. La brigade de répression du banditisme collecte les premiers témoignages. La brigade criminelle suit discrètement leur fréquentation. Les renseignements notent que le clan a désormais accès à des réseaux économiques et logistiques très étendus. L'appareil judiciaire comprend alors une chose. Les Ornecs ne sont pas une parenthèse dans le paysage criminel parisien. Ils sont devenus un pilier. Un pilier qui, paradoxalement, paraît indestructible grâce à son unité familiale. Parce que c'est là que réside leur arme la plus puissante. Une fraternité absolue. Une solidarité totale. Une manière d'avancer ensemble qui ne laisse aucune prise aux divisions internes, si fréquentes dans d'autres clans. Mais cette cohésion va aussi attirer l'attention d'autres groupes. Des concurrents, des ennemis potentiels, des familles qui voient d'un mauvais œil l'ascension fulgurante. Partie 4. À la fin des années 90, le clan Ornec est solidement installé dans le paysage criminel français. Leur réputation n'est plus cantonnée au quartier de l'Est parisien. Elle circule parmi les policiers, les magistrats, les autres groupes du grand banditisme. Le nom des trois frères devient synonyme de puissance, d'organisation et d'une forme d'invincibilité qui intrigue autant qu'elle inquiète. Mais avec cette notoriété vient inévitablement un changement. L'ombre se rétrécit, la lumière se rapproche, et avec elle, les tensions. Plus un clan gagne en influence, plus les pressions extérieures s'intensifient. Les rivaux observent, les autorités se rapprochent, certains alliés deviennent jaloux, d'autres deviennent nerveux. Et dans un milieu où tout peut basculer en une seconde, l'ascension attire autant d'opportunités que de menaces. Ces menaces commencent à se matérialiser au tournant du nouveau millénaire, ce que les policiers appelleront plus tard la période des affrontements souterrains. Une période où les équilibres du milieu parisien se redessinent dans le silence avant d'exploser au grand jour. L'un des points centraux de ces tensions vient du commerce des voitures volées. Depuis longtemps, Paris et sa région sont un carrefour pour ce marché. Les grandes berlines allemandes disparaissent en quelques minutes. Les véhicules sont reconfigurés, maquillés, expédiés vers les Balkans, l'Afrique du Nord ou l'Europe de l'Est. Les réseaux qui contrôlent ces filières sont puissants, violents et extrêmement organisés. Les Ornecs, grâce à leurs alliances, y ont une place stratégique. Mais cette place dérange. Elle dérange des groupes historiques qui voient leur influence reculer. Elle dérange des trafiquants qui ne souhaitent pas partager leur circuit. Elle dérange même certains intermédiaires étrangers qui refusent qu'un clan parisien devienne incontournable. Et quand un clan dérange trop de monde, la tension finit par éclater. Des voitures brûlent, des véhicules piégés apparaissent dans certains quartiers, des coups de feu résonnent la nuit sans que personne ne revendique rien. Des hommes disparaissent. D'autres réapparaissent blessés, mais vivants, assez pour comprendre que la guerre ne dit pas encore son nom, mais qu'elle a déjà commencé. Les Ornecs, cependant, ne reculent pas, ils avancent. Cette détermination alimente une réputation redoutable. Un clan qui ne plie jamais, un clan qui rend toujours les coups, un clan qui ne laisse aucune attaque sans réponse. Mais cette intransigeance attire un nouvel acteur dans l'équation, la police judiciaire. À partir des années 2000, les Ornecs deviennent une priorité pour la préfecture de police de Paris, les services spécialisés multiplient les surveillances, les écoutes téléphoniques s'intensifient, les filatures se font plus audacieuses et les premiers dossiers lourds commencent à s'accumuler. Les policiers comprennent qu'ils ne sont plus face à un groupe de braqueurs violents, mais isolés. Ils sont face à une structure capable de mobiliser des dizaines d'hommes, une structure capable de s'auto-financer, une structure capable de se protéger, une structure capable de faire pression sur des témoins,
de déjouer des filatures, de brouiller des pistes. Pour la police, c'est un défi. Pour le clan, c'est un test. Mais les Ornecs ne se contentent pas de survivre à cette pression. Ils se développent encore. Ils investissent de nouveaux circuits, des commerces légitimes, des bars, des établissements de nuit, des activités paralégales servant à canaliser l'argent du recel ou du trafic de véhicules. Ils approfondissent leurs liens avec certains cercles de jeu où l'on gère discrètement des sommes colossales. Ils consolident leurs alliances avec des familles gitanes influentes qui, comme eux, fonctionnent sur la loyauté et l'honneur. Dans ces années-là, les Ornecs acquièrent une image presque mythique. Les journalistes commencent à évoquer leur nom. Les policiers les décrivent comme l'une des familles les plus puissantes du gangstérisme français. Dans le milieu, leur patronyme devient un avertissement. Ne pas payer une dette, ne pas honorer un accord, mentir, trahir. Chacune de ces erreurs peut entraîner une réaction brutale. Et pourtant, malgré cette réputation intimidante, certains groupes tentent de les défier. La région parisienne est vaste. Les trafics sont nombreux, les appétits aussi. Certains réseaux d'Europe de l'Est essayent de récupérer une part du marché des véhicules volés. Des groupes issus de cités veulent contrôler des quartiers que les Ornecs considèrent comme historiques. Des membres d'autres clans pensent pouvoir contester leur autorité dans certains cercles de jeu. Chaque tentative de défi finit par un échec. Parfois discret, parfois violent, mais toujours clair. Le clan Ornec garde le terrain. Cependant, une nouvelle phase de leur histoire va bientôt commencer. Une phase où les tensions du milieu ne suffisent plus à expliquer ce qui va suivre. Cette fois, ce sont les dossiers judiciaires qui vont frapper. Les opérations d'envergure. Les arrestations massives, les procès qui dureront des années. Car la police, après avoir observé, analysé, infiltré, prépare un coup beaucoup plus large. Un coup destiné à ébranler l'empire Ornec. Les années qui viennent seront marquées par des descentes spectaculaires, des mises en examen retentissantes et des séjours en prison qui vont bouleverser l'équilibre interne du clan. Et pourtant, même au plus fort de la tourmente, le nom Ornec continuera de résonner. Car certaines familles ne disparaissent pas au premier coup de vent. Elles s'enracinent dans l'histoire du banditisme français. Et leurs racines parfois plongent si profondément qu'aucune tempête ne suffit à les déraciner. La suite, ce sera la chute, l'arrestation, la prison, mais aussi la résistance et la manière dont un clan, même frappé de plein fouet, parvient encore à garder une influence. Au début des années 2000, la tension entre le clan Ornec et les autorités atteint un niveau inédit. Pendant près d'une décennie, le clan a construit un réseau solide, discret mais tentaculaire, présent dans les cercles de jeu, le recel, les voitures volées et certains trafics périphériques. Cette expansion n'a pas échappé aux services spécialisés. À mesure que les profits augmentent et que leur influence s'étend, la police judiciaire resserre son étau. Et bientôt, les Ornecs deviennent l'une des cibles prioritaires de plusieurs brigades parisiennes. Les premiers coups sérieux viennent du côté des cercles de jeu. Depuis des années, ces lieux sont des carrefours de pouvoir, d'argent liquide et d'alliances douteuses. Les Ornecs y avaient acquis une position centrale. Ils assuraient la sécurité, garantissaient le paiement des dettes, réglaient les conflits. Un rôle qui leur donnait un ascendant considérable. Mais un rôle qui, par la même occasion, leur attirait l'attention de magistrats déterminés à assainir ces environnements. Une enquête approfondie débute alors. Elle implique plusieurs services. Elle comprend des écoutes téléphoniques, des surveillances physiques, des filatures répétées. Pendant des mois, les policiers collectent des informations sur les rencontres, les transactions, les mouvements de fonds. Ils cherchent les failles. Et en 2010, la première grande vague tombe. Plusieurs cercles de jeux parisiens sont perquisitionnés, les portes volent, les tables sont retournées, les comptoirs sont fouillés, les coffres sont vidés. Des dizaines de personnes sont interpellées. Et parmi ces interpellés, plusieurs membres du clan Ornec. Pour la première fois, le clan se retrouve face à un dossier judiciaire d'une ampleur qui menace réellement sa structure. Les autorités parlent alors d'une mainmise du clan sur certains cercles, d'un système organisé de protection illégale, de pression, d'intimidation, de flux financiers opaques. Pour les Ornecs, c'est un choc, pas parce qu'ils se sentent vulnérables.
mais parce que cette opération montre une nouvelle détermination des autorités à briser leur influence. Ils comprennent que quelque chose a changé. La police ne se contente plus de surveiller, elle veut démanteler. La réponse du clan, elle, est presque silencieuse. Pas de représailles publiques, pas de démonstration de force. Les avocats prennent le relais, les soutiens se resserrent. On chasse les traîtres potentiels, on s'organise, mais l'étau continue de se resserrer. Les années suivantes voient une succession d'enquêtes parallèles. Des dossiers pour recel en bande organisée, des dossiers pour extorsion, des dossiers pour violences aggravées, des dossiers pour blanchiment. Chaque enquête semble toucher une branche différente de leur organisation. Comme si les autorités avaient compris que pour affaiblir une famille, il fallait attaquer toutes ces structures simultanément. Et cela finit par porter ses fruits. Les arrestations se multiplient. Des proches tombent. Des lieutenants sont placés en détention. Certains anciens associés, sous pression, commencent à collaborer, même discrètement. Les alliances deviennent plus fragiles. L'argent circule moins facilement. Et l'image du clan, pour la première fois depuis longtemps, vacille. Les trois frères eux-mêmes se retrouvent impliqués dans plusieurs procédures judiciaires. Les audiences attirent les médias. Les journalistes redécouvrent l'existence de cette famille qui, depuis des années, œuvrait dans les coulisses du grand banditisme parisien. Dans les tribunaux, on les décrit comme des chefs, des organisateurs, des figures incontournables du milieu. Les juges insistent sur leur influence. Les procureurs parlent de leur capacité à maintenir un réseau malgré les arrestations successives. Et malgré la présomption d'innocence, un message transparaît. Pour les autorités, les Ornecs sont devenus un symbole, le symbole d'un banditisme solidement enraciné en région parisienne, le symbole d'une criminalité familiale toujours capable de résister aux opérations policières. Les condamnations tombent, elles varient selon les affaires, mais la tendance est claire, prison ferme, longue peine, restrictions, surveillance, interdiction professionnelle. Pour la première fois, le clan se retrouve officiellement affaibli. Mais affaibli ne veut pas dire disparu. Car en prison, les Ornecs conservent une influence. Ils gardent leur cohésion. Ils communiquent avec l'extérieur, ils maintiennent certaines affaires à flot. Ils conservent leur réputation, même derrière les barreaux. La prison devient alors une transition, pas une fin. Certains, anciennement proches du clan, tentent de prendre la relève. D'autres s'éloignent. Certains concurrents cherchent à profiter de la situation pour occuper les espaces laissés vacants. Mais le nom Ornec continue de faire peur. Continuer à agir contre eux reste risqué. Et pendant que les autorités se félicitent d'avoir porté des coups sévères au clan, un constat circule discrètement dans les commissariats spécialisés. Les Ornecs ne sont pas tombés, ils ont encaissé, ils se sont adaptés, ils attendent leur retour. Et ce retour va se dessiner progressivement. Pas dans le bruit, pas dans le sang, mais dans la reconstruction silencieuse d'un clan habitué à renaître après chaque tempête. La suite du récit montrera comment, malgré les condamnations, les pertes, les années de détention, les Ornecs ont continué d'exister. Comment leur nom s'est maintenu, comment certains réseaux se sont reconstitués, et comment une famille, même ébranlée, peut encore projeter une ombre immense sur le banditisme français. Partie 6. Les années passent, les cellules s'ouvrent puis se referment, mais un fait demeure évident pour ceux qui observent le banditisme français de près. Le clan Ornec n'a jamais réellement disparu, il s'est simplement transformé, comme toutes les organisations qui survivent aux chocs, aux arrestations, aux rivalités et aux mutations du milieu. Au sortir des grandes affaires judiciaires des années 2010, beaucoup pensaient que la famille tournerait une page, que la prison aurait brisé son influence, rongé ses réseaux, dilué ses loyautés, qu'un autre nom, une autre famille émergerait pour occuper leur territoire historique dans le grand banditisme parisien. Mais ce ne fut pas le cas. Loin des projecteurs, loin du bruit, le clan a choisi une stratégie que peu avaient anticipée, une reconstruction silencieuse, prudente, presque méthodique. Comme si les Ornecs avaient compris que l'époque des grandes démonstrations de force était révolue, que la survie passait désormais par la discrétion. Le premier signe de ce retour fut l'attitude des frères eux-mêmes. En prison, ils restent soudés, unis, déterminés. Contrairement à ce que la police espérait, les tensions internes ne les ont pas divisés.
aucune rivalité, aucune dissidence. Leur force a toujours reposé sur une cohésion presque familiale au sens strict. Et cette cohésion, elle est restée intacte, les enquêtes le montrent. Même derrière les barreaux, ils conservent une autorité. Des messages circulent, des instructions sont transmises, des liens sont maintenus avec l'extérieur. Rien d'ouvertement démonstratif, mais suffisant pour que les enquêteurs comprennent que le clan n'a jamais perdu son noyau dur. Le deuxième signe vient des rues de Seine-Saint-Denis. Dans les quartiers où les Orneck ont grandi, où leurs premières affaires ont prospéré, on murmure encore leur nom. Il n'a pas la même éclat qu'à l'époque de leur domination totale, mais il n'a pas été remplacé. Les jeunes du milieu savent que ce nom appartient à l'histoire criminelle locale, un nom que l'on ne prononce pas à la légère, un nom qui impose le respect. Les anciens du milieu, eux, savent reconnaître la persistance d'un pouvoir. Une rumeur court, une présence revient, un contact se rétablit, une influence réapparaît. À la différence de l'époque où les cercles de jeu constituaient leur royaume, la réorganisation du clan ne passe plus par des lieux fixes. Elle se fait par des réseaux humains, par des liens tissés au fil des années, par une capacité rare à rallier des individus dispersés dans plusieurs branches du crime. Recel, voitures volées, activités clandestines, gestion de dettes, protection parallèle, tout ce qui faisait autrefois leur marque ne disparaît pas. Ces activités se fragmentent, se modernisent, se dématérialisent parfois, mais elles continuent d'exister. Le clan s'adapte à l'époque comme il s'était adapté aux années 90 puis 2000. L'industrie criminelle autour des véhicules volés, par exemple, a profondément changé. Mais certains réseaux utilisent encore les circuits anciens, souvent hérités d'organisations comme celle des Orneck. L'un des secrets de leur longévité réside dans cette connaissance fine du terrain, de la logistique, des circuits illégaux qui existent depuis des décennies et qui n'ont jamais totalement disparu malgré les contrôles et les arrestations. Puis il y a les alliances. Le milieu parisien n'est plus celui des années 90. La concurrence est plus fragmentée. De nouveaux acteurs sont apparus. Le poids des cités a changé la donne. Les voyous traditionalistes doivent désormais composer avec des organisations qui n'existaient pas autrefois. Et pourtant, au milieu de chaos, certains continuent de considérer les Orneck comme des interlocuteurs fiables, pas des partenaires permanents, pas des chefs, mais des hommes d'expérience. Des hommes qui connaissent les usages, des hommes qui savent comment calmer un conflit, bloquer une dette, gérer une situation. Cette reconnaissance, elle ne s'achète pas, elle se transmet. Elle prouve que malgré les coups reçus, le clan conserve quelque chose que beaucoup ont perdu. Un statut. Peu de familles du banditisme français peuvent se vanter d'une telle longévité. Peu peuvent affirmer avoir traversé autant de vagues policières, autant d'affaires médiatiques, autant de condamnations, sans perdre complètement leur structure. Cette capacité à survivre fascine autant qu'elle inquiète. Les policiers spécialisés le savent. Une organisation ne disparaît jamais vraiment tant que son nom reste prononcé, tant que ses anciens membres continuent d'exister, tant que les nouvelles générations trouvent un intérêt à s'y rattacher. Le clan Orneck est devenu un symbole. Pas un symbole bruyant, pas un symbole glorifié, un symbole souterrain. Une preuve que certaines familles du grand banditisme ne s'effondrent pas brutalement. Elles s'effacent, elles se recomposent, elles s'adaptent. Et cette adaptation va jouer un rôle essentiel dans la dernière phase de leur histoire. Car à mesure que le milieu parisien se transforme, que les enjeux changent, que les violences explosent dans d'autres quartiers, la place laissée aux anciens se réduit, mais elle ne disparaît pas. Le nom Orneck continue d'apparaître dans certains dossiers, parfois en marge, parfois au cœur. Il ne choque plus comme autrefois, mais il intrigue. Il rappelle aux enquêteurs que le passé n'est jamais très loin. Le futur, lui, dépendra d'un détail fondamental. La nouvelle génération. Les enfants de ces familles, leurs neveux, leurs proches, ceux qui ont grandi à l'ombre de cette histoire, choisiront-ils la continuité ou la rupture? Resteront-ils dans l'ombre du clan ou tenteront-ils d'exister en dehors du poids du nom? Ah, rien n'est jamais totalement écrit dans le monde du crime. Mais une chose est certaine, la survie du clan Orneck, après tant d'affaires, tant de condamnations et tant de pertes, démontre que certaines organisations n'existent pas seulement par leurs actions.
elles existent aussi par leur mythe. Et ce mythe, tant qu'il perdure, façonne encore les rues où cette famille a construit sa légende. Dans le Paris d'aujourd'hui, le grand banditisme n'a plus le même visage qu'autrefois. Les braquages spectaculaires ont laissé place à des trafics plus discrets, plus numériques, plus fragmentés. Les alliances sont volatiles. Les jeunes caïds émergeant vite, tombent vite, disparaissent parfois sans laisser de traces. Une génération nouvelle a pris le contrôle des rues, dans un monde où la violence circule aussi facilement qu'une vidéo sur un réseau social. Pourtant, au milieu de cette transformation rapide, certains noms refusent de mourir. Ils restent là, en arrière-plan, comme une ombre portée. Des noms qui rappellent une époque où tout se réglait dans des caves, des parkings, des arrières-salles de bar, loin des écrans et des caméras. Parmi ces noms, les Orneck occupent une place particulière, non pas parce qu'ils dominent encore, non pas parce qu'ils dirigent des réseaux tentaculaires, mais parce que leur influence n'a jamais complètement disparu. Elle flotte, elle persiste, elle murmure. Dans les commissariats spécialisés, certains policiers parlent encore du clan avec un mélange d'expérience et de respect prudent. Pas un respect moral, bien sûr, mais un respect professionnel. Celui que l'on accorde à des adversaires qui ont su durer, qui ont su encaisser, qui ont su survivre. Cette longévité intrigue. Elle dérange même parfois. Car dans un milieu où tant d'organisations s'effondrent dès la première vague d'interpellation, comment expliquer qu'une famille issue des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis soit encore évoquée plusieurs décennies après ses débuts? Comment comprendre que leur nom, souvent associé au cercle de jeu et au réseau clandestin, continue de circuler dans certaines conversations du milieu? La réponse est multiple. La première raison, c'est la structure familiale. Les organisations fondées sur des liens du sang résistent mieux que celles fondées sur des alliances d'intérêts. Un frère trahit rarement un frère, un cousin trahit rarement un cousin. La loyauté n'a pas besoin d'être achetée, elle se transmet. C'est cette cohésion qui a permis aux Orneck de survivre à des vagues d'arrestations qui auraient détruit d'autres clans. Même dispersés, même emprisonnés, même surveillés, ils ont conservé leur noyau. Et ce noyau, tant qu'il existe, sert de point d'ancrage. La deuxième raison, c'est l'évolution du milieu lui-même. Les nouvelles générations, plus jeunes, plus impulsives, se brûlent les ailes. Elles consomment leur propre force trop vite. Elles s'exposent, elles filment tout. Elles s'affichent. Les Orneck, eux, appartiennent à une autre école. L'école du silence, l'école de la prudence, l'école où la survie dépend de l'invisibilité. Une école que beaucoup dans le milieu considèrent encore comme la seule qui permette de durer plus de quelques années. La troisième raison, c'est leur capacité à se retirer sans disparaître. Certains clans refusent de céder le terrain. Ils veulent continuer à dominer. Ils veulent continuer à régner. Ils finissent par attirer tous les regards, par défier la police, par provoquer leur propre chute. Les Orneck ont choisi une autre stratégie. Ils ont laissé la lumière aux nouveaux venus. Ils ont laissé les projecteurs se tourner vers d'autres quartiers, d'autres organisations, d'autres guerres. Ils ont compris qu'un retrait apparent pouvait être une forme de survie. Dans les rues de Seine-Saint-Denis, cette sagesse inspire encore certains jeunes du milieu. Ils parlent du nom Orneck comme d'un rappel. Un rappel que dans le crime, ceux qui parlent fort meurent vite et que ceux qui marchent dans l'ombre vivent plus longtemps. Cette philosophie pourrait presque sembler romantique si elle n'était pas née de décennies de violence, d'arrestations, de souffrances et de choix irréversibles. Mais elle fait partie intégrante de la culture du grand banditisme. À mesure que les années passent, la présence du clan se transforme. Elle n'est plus celle d'une organisation active et centralisée. Elle devient une référence, une mémoire, un repère dans un milieu qui change trop vite. Dans certains dossiers récents, leur nom apparaît encore, parfois en marge, parfois une conversation interceptée, parfois dans un témoignage. Jamais au premier plan, jamais comme des meneurs, mais toujours comme des figures encore reconnues, encore consultées, encore respectées. On sait aussi que certains liens subsistent en prison. Dans les cours de promenade, les couloirs, les cellules, les alliances ne se brisent pas si facilement. La prison française, dans bien des cas, ressemble à un prolongement du quartier. Les clans y continuent d'exister, d'échanger, de transmettre. Et dans cet univers clos, le nom Orneck conserve une aura,
pas celle d'une domination physique, pas celle d'une violence immédiate, celle d'une famille qui a survécu à l'épreuve du temps. Pour beaucoup de jeunes détenus, ce nom incarne quelque chose de rare, une forme d'ancienneté. Une preuve que le milieu n'est pas seulement une succession de règlements de compte et de trahisons, qu'il existe aussi des organisations capables de durer, de se réinventer, de rester pertinentes malgré les années qui défilent. Ce respect, même symbolique, suffit à maintenir le clan dans le paysage criminel français. Il leur donne un poids que d'autres n'ont plus. Il leur permet d'exister sans agir, de peser sans apparaître. Mais cette position soulève une question fondamentale. Jusqu'où peut-on exister dans le milieu sans replonger ? Jusqu'où peut-on être une légende vivante sans être entraîné de nouveau dans les spirales criminelles qui ont façonné le passé ? Peut-on sortir vraiment quand tout dans votre histoire vous ramène à votre nom ? C'est cette question, à la fois criminelle et profondément humaine, qui nous conduit vers la conclusion de cette histoire. Car au-delà du mythe, au-delà des faits divers et des violences, il reste une vérité essentielle. Une vérité que l'on découvre toujours quand on observe de près les trajectoires de ceux qui ont dominé le milieu. Personne ne sort totalement indemne, personne ne sort totalement victorieux. Les années s'accumulent, les ennemis disparaissent, les amis aussi. Les fortunes s'effondrent, les familles se divisent parfois sous le poids des choix passés. Et il ne reste qu'une question. Qu'est-ce que tout cela a réellement rapporté ? Qu'est-ce qu'une vie de pouvoir vaut quand le temps finit par reprendre tout ce qu'il a donné ? Quelle est la victoire d'un homme quand il passe plus de temps à survivre qu'à vivre ? Ce sont ces questions que nous explorerons dans la dernière partie. Non pas pour juger, non pas pour moraliser, mais pour comprendre ce que révèle en profondeur l'histoire du clan Orneck. Partie 8. La nuit tombe sur la région parisienne comme un rideau qui s'abaisse lentement. Les rues se vident, les commerces ferment, les lumières se reflètent dans les flaques de pluie et quelque part dans le silence d'un appartement, d'une cellule ou d'un café discret, des hommes repensent peut-être à tout ce qu'ils ont traversé. Les Orneck ont écrit l'une des histoires les plus longues du banditisme français, pas la plus sanglante, pas la plus spectaculaire, mais l'une des plus persistantes. Une histoire qui a résisté aux époques, aux vagues de répression, aux changements du milieu. Et pourtant, quand on observe leur trajectoire de près, quelque chose frappe. Ce n'est pas la puissance qui domine, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les exploits criminels. Ce qui domine, c'est le poids des années, le poids des choix, le poids des conséquences. Un poids que chaque criminel finit par porter, même quand il croit pouvoir y échapper. Pendant longtemps, les Orneck ont incarné la réussite du milieu. Des braquages audacieux, des réseaux bien gérés, une réputation qui traversait les murs des prisons et les couloirs des commissariats. Une ascension presque mythologique pour ceux qui les observaient de loin. Mais derrière cette réussite, il y avait une vérité que peu voulaient voir. Le milieu ne construit rien, il consume, il brûle, il dévore. Ceux qui dominent finissent par perdre, ceux qui gagnent finissent par payer. Ceux qui accumulent finissent par être dépouillés. Le temps ne laisse aucune organisation criminelle intacte, pas même celle qui semble intouchable. Dans le cas des Orneck, cette usure n'a pas pris la forme d'un effondrement brutal. Elle a avancé lentement, comme une ombre qui se déplace imperceptiblement. Ils ont vu leurs alliés disparaître, ils ont vu leurs ennemis changer, ils ont vu leur monde se transformer autour d'eux, et ils ont dû accepter cette vérité fondamentale. Le pouvoir, dans le milieu, est un mirage. Il n'appartient à personne. Il ne dure jamais. Il ne nourrit que ceux qui l'observent de loin. Ceux qui le possèdent, eux, finissent toujours par comprendre qu'ils n'en ont jamais vraiment eu la maîtrise. La dernière décennie l'a montré avec une clarté implacable. Les guerres de clans ne se comptent plus. Les réseaux émergent puis s'effondrent. Les fortunes se font et se défont en quelques mois. Les caïds tombent avant même d'avoir 30 ans. Et malgré cela, le nom Orneck continue d'exister, mais sous une autre forme. Il ne dirige plus, il ne règne plus, il n'influence plus le milieu comme autrefois. Mais leur existence rappelle une chose essentielle. Ceux qui survivent ne sont pas les plus violents. Ceux qui durent ne sont pas les plus riches. Ceux qui marquent l'histoire sont ceux qui savent, à un moment, se retirer pour ne pas tomber. C'est peut-être là leur véritable héritage.
une leçon silencieuse, une forme de lucidité qui manque à tant d'autres. Et quand on referme cette histoire, une question ultime apparaît. Une question qui dépasse les Ornecs. Une question qui traverse toutes les biographies criminelles, de Marseille à Bruxelles, de Naples à Amsterdam, de Londres à Paris. Qu'est-ce que cela vaut? Qu'est-ce que tout cela rapporte vraiment? Quand on enlève l'argent, les armes, les tensions, les rivalités, les pactes et les trahisons, que reste-t-il? Une famille brisée, une vie surveillée, des années perdues, une réputation qui n'appartient plus à l'homme, mais au mythe qu'il a créé malgré lui. Certains criminels disent qu'ils n'ont jamais choisi leur destin, qu'ils ont été façonnés par le quartier, par la rue, par la pauvreté, par l'absence. Peut-être. Mais même quand le destin choisi pour vous, vos pas vous appartiennent. Et c'est cela que révèle l'histoire des Ornecs. Un choix répété, encore et encore. Un choix qui finit toujours par se transformer en cage. Alors une dernière question demeure, ouverte, profonde, presque philosophique. Une question que je te laisse, à toi qui regardes, à toi qui écoutes, à toi qui réfléchis. Pourquoi certaines personnes poursuivent, elles, un pouvoir qui finit toujours par les détruire? À quel moment un homme réalise-t-il que la domination n'est qu'une illusion? Et qu'est-ce qu'il lui reste lorsque les lumières s'éteignent, lorsque les armes se taisent, lorsque les proches disparaissent, lorsque la rue oublie son nom? Pense à cela. Pense à ce qu'une vie vaut réellement. Pense à ce que toi, tu aurais choisi dans ces mêmes ruelles, dans ces mêmes quartiers, avec ces mêmes contraintes. Et maintenant, une dernière chose avant de conclure. Si tu veux que je continue à raconter des histoires vraies comme celle-ci, abonne-toi et laisse un like. C'est ce qui permet à ce documentaire d'exister et au prochain de voir le jour. Et dis-moi dans les commentaires, quel criminel, quel clan, quelle organisation voudrais-tu découvrir ensuite? Quelle trajectoire t'intrigue? Quel destin te questionne? Quel nom aimerais-tu voir analysé dans une prochaine vidéo? Parce qu'au fond, c'est pas seulement un documentaire, c'est une manière de comprendre le monde qui nous entoure. Un monde où la frontière entre le pouvoir et la chute est toujours trop fine. À toi maintenant.